On ne peut parler de l'Église orthodoxe Saint-Alexandre Nevski sans relater son histoire, l'histoire pour laquelle Tunisiens et Russes vivent jusqu'à ce jour côte à côte. L'église Saint-Alexandre de Nevski détient son nom de l'héros de guerre Alexandre Nevski. C'est le premier qui a regroupé son peuple pour défendre leurs terres contre l'invasion germanique. Après viendra Ivan le Terrible, figure historique qui s'est autoproclamé tsar de la Russie. Depuis cette date, l'Empire russe sera gouverné par des tsars pour que la flamme impériale s'éteint à jamais avec la lignée de Romanov en 1917. Cet empire qui s'étendit autrefois de l'est à l'ouest et où le soleil ne se couche jamais, traite sa puissance de l'étendue de ces territoires riches en minerais, en ressources fissiles et fossiles. Pays très religieux, ensemble de nationalités parlant 150 langues, on trouve des Cosaques, des Ukrainiens, des Moldaves, des Arméniens, des Mongols et bien plus. Au début du XXe siècle, cette prospérité touche à une fin avec les idéaux communistes de Marx et de Hegel. Maintenant que les bolcheviks détiennent le pouvoir, il n'y a plus de place pour l'armée blanche sur les sièges du Kremlin. Toutes les forces se dirigent vers la péninsule de Crimée, dernier refuge du général Ragnall et dernier territoire occupé par les Blancs. De ces mots, Anastasia Shcherenskaya, dernière réfugiée de l'escadre russe, dit: Même sans avoir analysé les projets de Lénine, qui voulait utiliser notre terre, la terre russe, pour précipiter la révolution mondiale, il y en avait qui se battaient à Perekop, qui ont vu de leurs yeux les profanations de toutes les valeurs de leur pays. L'élite massacrée, les églises détruites, le drapeau piétiné, et encore plus grave, le peuple russe a été trempé sous le drapeau de l'international. Fin 1920, l'armistice est signé entre les deux belligérants. Les bolcheviks forcent les positions défensives blanches. Le général Ragnall décrète l'ordre 1447. Évacuation immédiate du territoire. De ces mots, Ragnall, le général à la tête de la flotte impériale russe, dit: L'avenir des partants est absolument inconnu. Nous n'avons pas de pays hors la Crimée. Nous n'avons pas de trésorier non plus. Je préviens tous qui partent en toute sincérité de ce qui les attend. Les 138 bateaux qui ont quitté la Crimée ne verront pas tous la terre ferme. Plusieurs couleront, nombreux mourront. La prochaine destination sera Constantinople. Avec plus de 145 000 personnes à bord, les conditions d'évacuation sont terribles. Les navires sont surchargés, les soldats entassés sur les ponts debout, manque de vivres et d'eau. Les épidémies, le typhoïde arrache la vie de centaines et l'espoir des restes. Ironie du destin. La Turquie, territoire tant espéré est conquise par la Russie communiste. 13 pays seront sollicités par la France pour accueillir les réfugiés. Restait la marine. 33 navires, 6 000 personnes mettent le cap sur leur nouvelle terre d'asile entre décembre 1920 et janvier 1921. La guerre, c'est un conte tragique dont les mots se résument aux sanglots des mers. C'est un compte rendu dont les chiffres ne plaisent à aucun chef de guerre. C'est un compte à rebours dont les minutes se dilatent pour devenir des heures. Mais en fin de compte, ce qui compte dans la guerre, c'est qu'il y aura toujours un nouveau départ. Bizerte nous accueillait tel un havre de paix. Une vaste baie qui s'incurvait entre le cap Blanc et le cap Zbib s'était inondée de soleil. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, presque miraculeusement. De ma première rencontre avec Bizerte, le 23 décembre 1920, je garde seulement un souvenir d'eau et de lumière. Un comité de Russes blancs se crée afin de réunir des fonds pour la construction de l'église souvenir de l'escadre. Les autorités françaises donnent l'autorisation de construire. En 1937, débutent les travaux sous souscription. Les fonds étaient réunis par l'Association des orthodoxes de Bizerte.
Le projet est confié au colonel Souraïevski. Économiser même sur le thé. Une tasse de thé, ça veut dire pour acheter un paquet de thé, à choisir, à donner une partie pour l'église ou acheter un paquet de thé. Voilà, ils ont donné une partie de l'argent pour acheter l'église. Quelle mentalité, quelle croyance. L'église est terminée le 10 septembre 1938. Dédiée à Alexandre Nevsky et construite en style néo-russe. L'édifice a été endommagé par le bombardement des Alliés en 1942-1943 et restauré après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été peu à peu laissée à l'abandon après l'indépendance de la Tunisie. Ce n'est qu'à partir des années 80, avec quelques dizaines d'immigrants de l'ancienne URSS s'installant dans les environs pour que la vie paroissiale se réanime. Le plan de l'Église est étroitement lié au culte orthodoxe et ses pratiques. On retrouve la croix grecque inscrite dans un carré surmonté d'une coupole reposant sur des pendentifs. Le clocher à bulbe puise son originalité de l'adaptation des Russes vis-à-vis les conditions météorologiques. Lorsque les Russes adoptèrent la religion chrétienne, ils n'avaient pas d'art propre à eux. Ils empruntent alors les formes architecturales byzantines, notamment les coupoles hémisphériques. La neige trop lourde menaçant ce type de structure, ils rehaussent ces dômes en coupoles en forme de casque, puis en forme de bulbe, évoquant la flamme d'un cierge. La couleur distinctive évoque les cieux, le paradis. On trouve à l'intérieur de l'église une plaque de marbre où sont gravés les navires de l'escadre russe de Bizerte. Les portes royales de l'iconostase sont recouvertes du drapeau du Saint-André, emblème de la marine impériale russe qui se trouvait à bord du Georges le Victorieux. Les façades de la pièce sont recouvertes de peintures, évoquant des récits bibliques. Le conseil municipal a baptisé la place devant l'église du nom d'Anastasia Manstein-Chirenskaï, dernière survivante de l'époque de l'escadre russe.